Vous connaissez la scène. C'est dimanche, toute la famille est là. Votre mère, votre père, votre tante qui vous demande pourquoi vous êtes toujours célibataire, votre cousin qui vient de découvrir le CrossFit et ne parle que de ça. C'est une belle image, non? Une carte postale du bonheur. Mais regardez de plus près. Regardez les assiettes. La vraie action, le vrai drame, se déroule juste là, à côté du poulet rôti. Mon père, par exemple, il a un système. Il construit un petit mur, une forteresse de purée de pommes de terre. Pourquoi? Pour protéger son précieux poulet des haricots verts suspects que ma mère a préparés. Il ne dit pas un mot. Il construit juste son mur, pierre par pierre, cuillerée par cuillerée. C'est sa protestation silencieuse. C'est sa façon de dire « Je t'aime, ma chère épouse, mais tes haricots verts sont une menace pour la sécurité nationale. » Et nous le voyons tous. Nous comprenons tous. Pas besoin de mots. Et les frites? Ah, les frites. La monnaie universelle de l'amour et de la trahison à table. Vous les comptez. Ne mentez pas, vous les comptez. Vous avez, disons, 12 frites parfaites, dorées. Vous détournez le regard une seconde pour répondre à votre oncle sur votre vie amoureuse inexistante. Et quand vous regardez de nouveau, bam! Il n'y en a plus que 10. Qui a fait ça? Est-ce votre petit frère? Ou est-ce votre grand-mère? C'est une affaire classée. Un mystère digne de sa propre émission de télévision. Les experts, les frites disparues. La cuillère de service. Dans la plupart des foyers, c'est juste un ustensile. Dans ma famille, c'est une arme d'agression passive. Au moment où le plat principal est placé sur la table, une guerre silencieuse commence. C'est la guerre des portions. Ma mère, c'est le général. Elle tient la cuillère de service, et avec elle, elle détient tout le pouvoir. Qui aura le morceau de peau de poulet croustillant? Qui aura la plus grosse pomme de terre? Ce ne sont pas de petites décisions. Ce sont des déclarations de favoritisme. Si elle vous donne un petit morceau, cela signifie que vous ne l'avez pas assez appelé cette semaine. Si votre frère reçoit 2 boulettes de viande supplémentaires, cela signifie qu'il s'est souvenu de complimenter sa nouvelle coupe de cheveux. L'assiette devient un bulletin de notes de votre comportement récent. Celui qui prend le plat et se sert en premier. Il empile son assiette, créant une montagne de nourriture. Je suis là. J'ai faim. Et je n'ai pas peur de votre jugement. C'est un coup de force. C'est l'équivalent culinaire de garer sa voiture sur 2 places de parking. Le reste d'entre nous regarde, entre horreur et fascination, faisant des calculs rapides dans nos têtes pour voir s'il restera quelque chose pour nous. L'opposé du montagne builder est le portion contrôlée. Elle prend une minuscule cuillerée de chaque chose. Un seul haricot vert, une lamelle de viande, une feuille de laitue. Elle mange lentement, délibérément, vous faisant vous sentir sauvage de savourer votre nourriture. Et parlons des restes. La bataille pour les restes est le 2e acte de cette pièce. Le lendemain, vous ouvrez le réfrigérateur avec un beau rêve en tête. Cette parfaite tranche de lasagne vous attend. La salle de pause du bureau n'est pas seulement un endroit pour réchauffer son déjeuner. C'est un laboratoire social. C'est un théâtre où la personnalité de chacun est pleinement exposée. Vous avez la personne avec la triste salade de bureau. Laitue iceberg. Quelques tristes tomates cerises. Une pincée de quelque chose qui pourrait être du fromage. Cette personne est organisée, disciplinée, et peut-être très ennuyée. Ensuite, il y a le héros des restes. Ils ouvrent leur récipient, et l'arôme emplit toute la salle de pause. Un curry parfumé, un ragoût copieux, un morceau de saumon. C'est un coup de force. Ils font une déclaration. J'ai une vie en dehors de ce bureau. Vous regardez leur beau repas fait maison, puis votre sandwich écrasé, et vous ressentez un profond sentiment d'échec personnel. Et bien sûr, il y a le rebelle. C'est la personne qui apporte une pizza entière. Ou réchauffe du poisson dans le micro-ondes commun. Du poisson, c'est l'option nucléaire. L'odeur persiste pendant des jours. Il s'en fiche. Pirate du garde-manger.
Hors-la-loi de la cuisine de bureau. Enfin, la personne qui n'apporte jamais de déjeuner, le fourrageur. Chaque jour vers 13 heures, ils tournent autour de la salle de pause comme un requin. Oh, des biscuits. Ils sont des maîtres de l'ingénierie sociale, capables de vous faire culpabiliser. Leur assiette, ou son absence, raconte une histoire de débrouillardise, de charme et d'incapacité à planifier. C'est une stratégie de survie, et honnêtement, c'est plutôt brillant. La salle de pause est un théâtre. Soyez prêts. Transition. Et revenons à la table familiale. Il y a tant de façons de dire non à table, et presque aucune ne signifie réellement « je n'ai pas faim ». Non merci est une phrase chargée de significations cachées. C'est un outil diplomatique. C'est un bouclier. C'est une petite et polie déclaration d'indépendance. Imaginez que vous êtes au dîner de famille de votre partenaire pour la première fois. La grand-mère, une douce vieille dame, vous offre sa spécialité. Une étrange gelée tremblante. Des morceaux de poisson pris dedans, des cornichons suspendus dedans. Honnêtement, ça ressemble à une expérience scientifique qui a mal tourné. Vous ne pouvez pas la manger, vous préféreriez manger la nappe. Alors vous utilisez le classique. Oh non, merci, ça a l'air délicieux, mais je suis allergique aux gélatines. C'est un mensonge, bien sûr. Ensuite, il y a le non qui est une forme de protestation. Et l'adolescent dit « Non, merci, je vais juste prendre des céréales ». Il ne s'agit pas de la nourriture, il s'agit d'identité. Le non peut aussi être un outil de contrôle. Pensez à la personne qui suit un régime très spécifique, très public. Elle refuse le pain, elle refuse le dessert, elle refuse les pommes de terre. À chaque « non, merci », elle n'affirme pas seulement la nourriture, elle affirme sa discipline. Son refus est une performance. Pendant ce temps, vous cachez votre troisième petit pain sous la table. Et parfois, non, merci, n'est qu'un cri à l'aide. Il a eu une longue journée. Il est fatigué. Refuser une deuxième portion est sa façon de dire « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille ». L'assiette devient une demande silencieuse de paix et de calme dans un monde souvent trop bruyant. Cuisiner pour quelqu'un, ce n'est pas seulement le nourrir. Oh non. C'est bien plus. C'est une confession. C'est une déclaration. C'est une façon de dire des choses que l'on ne peut pas dire avec des mots. Quand un jeune homme essaie d'impressionner une fille lors d'un rendez-vous, que fait-il? Il cuisine. Il ne fait pas seulement des pâtes. Il fait des pâtes maison. Il passera 6 heures à pétrir la pâte, à transpirer au-dessus d'une casserole bouillante, essayant de créer la carbonara parfaite. Pourquoi? Il dit « Regardez-moi. Je suis sensible. Je suis capable. Je peux subvenir à vos besoins. » Et si les pâtes sont trop peu cuites, cela signifie qu'il est trop nerveux. Si elles sont trop salées, cela signifie qu'il essaie trop fort. La nourriture raconte toute l'histoire. Et les mères, la cuisine est leur royaume, et chaque plat est un message. Quand ma mère est contente de moi, elle prépare mon plat préféré. Ce tagine n'est pas seulement de l'agneau, c'est un câlin dans une marmite. Mais quand elle est fâchée contre moi, quand je n'ai pas appelé pendant 3 jours, elle fait quelque chose de sain. Beaucoup de légumes vapeur et pas de sel. C'est une punition. C'est un chef-d'œuvre passif-agressif. Elle dit « Tiens, mange ce brocoli et réfléchis à tes choix de vie. » La cuisine peut aussi être une revendication de son héritage. Ma famille, quand elle est arrivée en France, a cuisiné. L'odeur du cumin et de la coriandre était une protestation contre l'assimilation. Partager cette nourriture était un acte de diplomatie. Venez, asseyez-vous à notre table. Et parfois, ne pas cuisiner est la plus grande déclaration de toutes. La cuisinière vide et la boîte à pizza sont les symboles d'une petite révolution domestique. Tout se passant silencieusement au cœur de la maison, la cuisine. Avez-vous déjà fait attention à l'ordre dans lequel les gens sont servis lors d'un grand repas de famille? Ce n'est pas aléatoire. C'est un protocole complexe et non écrit qui révèle toute la structure du pouvoir de la famille. C'est comme regarder une cour royale. D'abord, l'invité d'honneur est servi.
S'il y a un nouveau petit ami ou une nouvelle petite amie, ils reçoivent la première assiette. C'est un test. Tous les yeux sont rivés sur eux. Combien prennent-ils? Prennent-ils le meilleur morceau? Généralement, c'est le patriarche, le grand-père ou le père. Il est servi, ou il se sert, une portion généreuse. C'est un signe de respect. Il obtient le morceau de choix. Son assiette est toujours pleine. C'est un ballet silencieux de dynamique de pouvoir auquel nous participons tous sans même y penser. Viennent ensuite les enfants. Ils sont servis rapidement, souvent avec une version simplifiée du repas. Ils apprennent. Ils voient qui est servi en premier. Ils absorbent les règles de la tribu. Et qui est toujours servi en dernier. La personne qui a préparé le repas. Généralement la mère ou la grand-mère. Elle s'assure que tout le monde a tout ce dont il a besoin. Elle ne s'assoit que lorsque tout le monde mange déjà. Son assiette est souvent remplie de ce qui reste, et elle le fait avec le sourire. Sa position à la fin de la file de service n'est pas un signe de faiblesse, mais un symbole de son rôle de soignante ultime. Son sacrifice est l'ingrédient secret qui donne à tout le repas le goût de la maison. La table enseigne. Écoutez. Nous pensons à la rébellion comme à quelque chose de bruyant, de grand. Mais je pense que les rébellions les plus courantes sont petites, silencieuses et se produisent tous les jours à table. Ce sont les petits choix que nous faisons avec nos fourchettes. Prenez par exemple le simple fait d'ajouter du sel à un plat avant même de l'avoir goûté. Chez moi, si vous faites cela devant ma mère, c'est une déclaration de guerre. Vous lui crachez en quelque sorte au visage. C'est un petit acte de défi salé. Ensuite, il y a l'art de manger stratégiquement. Vous avez une assiette avec des choses que vous aimez et des choses que vous tolérez. Méthode du cache-cache. Brocoli caché sous purée, où vous utilisez la technique du tout mélanger. Ma préférée est la négociation en une bouchée. Le club de l'assiette propre. Finis ton assiette. Mais en tant qu'adulte, laisser un peu de nourriture peut être une déclaration puissante. C'est une façon de dire « Je contrôle ma propre faim ». En fin de compte, nos assiettes sont nos journaux intimes secrets. Elles racontent qui nous sommes. Elles racontent qui nous aimons. Elles racontent ce que nous craignons. Elles racontent ce pourquoi nous nous battons. De la façon dont vous coupez votre viande à la façon dont vous refusez une deuxième portion, chaque geste est un mot. Ce sont les petites rébellions et confessions silencieuses qui composent la comédie et le drame de nos vies. Alors, la prochaine fois que vous vous asseyez pour manger, regardez autour de vous. Regardez les assiettes. Les vraies conversations se déroulent juste là. Bon appétit et que vos frites soient toujours en sécurité.